Bon bah effectivement, je suis d'accord, hein, cette série est bien la meilleure amie de ta playlist musicale. Ah non, parce que clairement, j'ai commencé avec 15 morceaux sur Spotify, je suis maintenant à 342, donc oui. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Ça y est, c'est un petit tremblement de terre pour beaucoup d'entre vous. Vous étiez 14 625 à me demander mon avis sur Peaky Blinders. Et vous aurez donc aujourd'hui mon avis sur Peaky Blinders. Je suis d'une originalité incommensurable. Vous l'aurez compris, j'ai donc enfin eu le temps de rattraper mon retard, ou en tout cas vous allez voir une partie de mon retard sur l'un des monuments de la plateforme Netflix. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette vidéo sera une critique, un avis global, une review avec un petit peu d'analyse quand même des saisons 1 à 3, justement pour vous permettre d'avoir ma découverte autour de la série sur énormément de sujets différents, et ensuite avec les saisons 4 et 5 de partir beaucoup plus dans l'analyse d'un thème en particulier. Il y aura donc double dose de vidéos sur Peaky Blinders sur la chaîne, celle-ci et évidemment celle sur les saisons 4 et 5 en fin de mois, et c'est une série évidemment que j'avais hâte de regarder, ne serait-ce que par les retours que j'ai pu en avoir, sur ce culte de la série anglaise qui ne cesse de s'accroître. C'est vrai qu'on a de plus en plus de produits, de plus en plus d'acteurs et de plus en plus d'œuvres intéressantes qui viennent de nos amis anglais, et une série qui malgré tout m'intéressait aussi parce qu'elle gravite autour d'une multitude de contextes historiques qui mêlent fiction et réalité sur ces fameuses époques des années 1920, que ce soit anglaise mais aussi irlandaise, russe, sur ces problèmes de société, sur ces problèmes culturels, sur ces problèmes aussi financiers, sur comment vivre à cette époque-là, tout ça avec énormément de liberté d'expression autour d'une thématique simple qui est celle des Peaky Blinders qui ont réellement existé aux alentours des années 1890. C'était donc normalement plus qu'une série historique, c'était beaucoup de liberté, c'était plus qu'une série de gangs. Qu'en est-il maintenant? Eh bien, après coup, après seulement 3 saisons, je pense qu'on m'a un peu survendu la série. Qu'on se le dise, j'ai aimé Peaky Blinders, à partir de sa saison 2, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans par rapport à ce que subjectivement elle a été capable de m'offrir. Oui, j'ai beaucoup aimé Peaky Blinders, est-ce que j'ai des réserves? On va le savoir tout de suite. Bon, on va se mettre d'accord, je sais ce que vous allez me dire. Il était grand temps que tu te mettes enfin à Peaky Blinders. Et après 8642 messages, 754 recommandations et environ 47 appels du gouvernement, cette fois c'est fait, découverte d'un phénomène Netflix mené par l'excellent Cillian Murphy. Après 3 saisons, l'heure est à ma première analyse, et avec elle une question. La série de Steven Knight, à qui l'on doit aussi l'ennuyeux Si de Jason Momoa, est-elle à la hauteur du chef-d'œuvre annoncé? Car vous allez voir que même si j'ai apprécié cette virée à Birmingham, je suis peut-être un peu plus mesuré que certains d'entre vous. Alors c'est parti pour la critique, et comme le dirait Thomas, I order the Peaky Blinders. nous sommes le 12 septembre 2013, 7 ans déjà. Thomas Shelby débarque sur nos écrans et des bonnes, voire très bonnes choses dans Peaky Blinders, il y en aura. En termes de réalisation, d'esthétique et de soins apportés à l'image, la photographie du show la positionne d'emblée dans quelque chose d'immersif as fuck. Qu'on se le dise, peu nombreuses sont les œuvres reconnaissables entre mille par leur mise en scène, et le moins qu'on puisse dire, c'est que rien ne ressemble à Peaky Blinders. Couleurs chaudes, ambiance british, oscillant toujours entre glauque de Birmingham et classe des Shelby, reconstitution parfaite d'une Angleterre rarement vue sur nos écrans, décors et costumes somptueux, atmosphère sonore incroyable. Ce ne sera un secret pour personne, mais Peaky Blinders a inventé et revendiqué son propre style par sa réalisation. Aujourd'hui, quand on pense à une musicalité anachronique, symbole de ralenti grandiloquent, souvent réflexion de ses personnages, on pense à Peaky Blinders. On pense au pub de Birmingham, cet autre monde jouant d'une guerre en toile de fond. Et ça, c'est un des partis pris qui m'aura pleinement convaincu. C'est aussi l'occasion de donner vie à une autre culture, dureté d'un monde dont les scénaristes semblent totalement amoureux. Sur la forme, Peaky est donc une fresque, toile dont l'esthétique se dépeint souvent par une bande-son extraordinaire. Et alors là, si, comme moi, vous aimez l'utilisation des bandes originales dans des séries ou dans des films, oui, c'est effectivement très classe, on va pas se mentir. Oui, la série donne vie à son univers. Récit basé de faits réels dont j'aurais apprécié les liens avec l'histoire, notamment par un jeune Winston Churchill. Pour capter son audience, la petite histoire sera même souvent au service de la grande. Le souvenir de 14-18, par exemple, n'est pas là uniquement pour travailler le trauma de son personnage principal, permettant aussi d'offrir son lot de scènes suffocantes, claustrophobique, aidant à ce design et cette diversité propre à Peaky Blinders. Car si l'esthétique est irréprochable, le casting se doit d'en être aussitôt à la hauteur.
Commençons par le début, Cillian Murphy s'éclate. Révélation d'un rôle taillé sur mesure pour son charisme mystérieux et immédiat. Si vous aviez pu le connaître dans 28 jours plus tard, ou même la trilogie Batman, celui-ci se réinvente. Il y a quelque chose de particulièrement tendre avec Thomas Shelby, quelque chose que l'on ne saurait expliquer, installant très vite confiance entre lui et le spectateur, devenu alors indispensable pour que nous puissions embarquer dans le récit. Il est de cette caste des leaders malgré eux, contraints de vivre avec un passif difficile, des problèmes de famille constants et cette volonté d'inscrire son nom dans la légalité. C'est peut-être pour moi le plus intéressant. À l'instar d'une série comme Power, où Ghost tente de quitter l'enfer de la rue par son club, ce sont les courses et l'amour d'une culture honnête qui motiveront Tommy dans sa criminalité. Enjeu ô combien passionnant pour peu que l'on capte tout ce que peut nous offrir l'acting de Murphy. Mention spéciale à une scène hallucinante de saison 3 où, le visage métamorphosé par la disparition de Grace, l'acteur livre sa meilleure prestation. Certes, il y en a eu beaucoup, mais si vous me mettez en plus Tom Waits en musique de fond, la même qui clôtura Jared, jumelée au regard de ses frères, c'est royal. Oh, and this one is for bravery. Oh, and this one is for me. C'est l'une des scènes m'ayant le plus marqué de ces 3 premières saisons, alors que pourtant, de Polly à Arthur, douloureuse dualité d'un aîné souvent laissé pour compte en passant par John, mon préféré, le reste du casting est implacable. Tous et un en particulier. I need an answer. Right now. Very well. But I'd prefer if we don't shake hands on it. Alors là, j'étais clairement pas prêt. Retrouver le professeur Grant dans un rôle aussi complexe et détestable, faut dire qu'on est loin des Triceratops. Cela étant, Campbell fut sans aucun doute celui ayant eu l'écriture la plus intelligente de ces 2 premiers actes. Torturé, cruel, bourré de névrose, il campe à la perfection l'antithèse de ce que représente Thomas Shelby, tout en ayant, malgré lui, nombreux traits de caractère en commun. Il fut d'une profonde tendresse en de nombreuses occasions, jumelé à une jalousie et une perversion étonnante, à l'opposé de la vision que l'on peut avoir de Sam Neill au cinéma. Brillant dans ses séquences les plus glauques, où l'empathie laisse place au dégoût, sa montée crescendo me marqua. D'ailleurs, mes 2 épisodes favoris de ces 3 premières saisons furent le final de saison 2, dialogue et tension prenant enfin un élan capable de me transporter. Là-dessus, une scène me sidéra dans son impact, sa gêne, ses symboliques et l'acting époustouflant de Sam Neill et Ellen McCrory. Do you want it on the floor or on the desk, Mr. Campbell? Now you cry. You cry. Si quelques scènes m'auront touché, comme les retrouvailles des Shelby avec leur professeur, la mort de Grace, qui dans sa construction visuelle m'a énormément rappelé celle de Maureen dans La Rage au ventre, ou encore les jeux de dupes entre Thomas et divers personnages féminins, celle-là est au-dessus de tout. Il y a quelque chose de fascinant entre ces 2 personnages. Je l'avais d'ailleurs remarqué dès leur première rencontre à l'église, une saison plus tôt, que l'horreur de Campbell vient ici rattraper. Le plus important se trouve presque dans ce qu'ils ne disent pas, le non-dit d'une mise en scène où le désir se rapproche plus que jamais de la haine, pervertie par leurs objectifs. À ce stade, comment ne pas voir l'aigreur et l'amertume d'un personnage aussi froid que celui de Campbell, dont la fin sera finalement anecdotique étant donné l'impact qu'il aura offert à la série. En outre, comment ne pas parler d'Arthur, anti-héros par excellence devant vivre avec son rang, sa folie et ses péchés, le jeune Michael, comme la représentation du spectateur devant faire ses preuves chez les Blinders, ou même Tom Hardy, bluffant dans l'humour très second degré qu'il apporte au show. Je l'ai trouvé en décalage constant avec les autres protagonistes, mais assez hilarant dans son style, gardant acting atypique et grandiloquent. J'adore définitivement ce mec. Fuck you, look at that. Now that scares me more. You don't want to let him go. Bon, je suis conscient que là vous allez me dire, putain Artworks, ça fait environ 4h30 que t'es en train de sortir tous les points positifs de la série. Oui, parce que pour moi, effectivement, j'y ai vu beaucoup de bonnes choses. Et là, je sais ce que vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que j'ai été moins emballé que certains d'entre vous? La réponse, tout de suite. Alors que j'entamerai la 4e saison de Peaky Blinders prochainement, opinion impopulaire, je ne peux toujours pas la qualifier de chef-d'œuvre. Évidemment, elle joue des nombreuses qualités que je vous ai citées, et même d'autres, mais elle souffre aussi de plusieurs défauts assez étonnants tant elle prête soin à son image. En termes de scénario, si l'on retire l'écriture psychologique des personnages, ces enjeux se veulent très classiques pour une série de cette envergure. Pour être honnête, j'ai vu venir une grande partie des retournements de situation de l'auteur, parfois cousus de fil blanc. Elle pêche aussi, de façon plus étonnante, par son nombre d'épisodes. Quand j'ai vu que Steven Knight avait écrit et créé Si, je n'ai pas été étonné. Pire, je pourrais presque copier-coller mes 2 critiques sur leurs qualités et leurs défauts. Riche, immersive, soignée, mais longue. Très
très longue. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Peaky Blinders reste autrement plus dynamique quand même que si, c'est pas vraiment compliqué. Et c'est peut-être la marque de fabrique de Steven Knight. Si, il y avait peu d'épisodes, mais c'était 1 heure, voire même 1h10 pour certains d'entre eux. Et alors là, pour le coup, dans Si, même si le propos était brillant, il se passait vraiment pas grand chose. Est-ce que là, on toucherait pas le problème des créations de Steven Knight? Un procédé génial, une entité, un visuel, une richesse cinématographique et un propos pertinent, mais un rythme qui malheureusement est en dessous de ce qu'on attendrait. Toute proportion gardée encore une fois, puisque Peaky Blinders en termes de rythme n'est pas si heureusement. Le rythme se veut pour moi problème majeur de Peaky Blinders, même si prendre son temps semble être l'envie du scénariste. En soi, on pourrait se dire qu'avec seulement 6 épisodes, pas de quoi râler là-dessus. Le format cinématographique de l'œuvre est respectable. Pourtant, paradoxe, c'est long, mais certaines intrigues auraient mérité beaucoup plus pour en être ne serait-ce qu'utile. Comme exemple, je demande le père Shelby, Tommy Flanagan en personne. Il est certes élément déclencheur du trauma autour d'Arthur, mais aurait gagné à être travaillé. Comment se priver d'un tel acteur, d'un tel axe au potentiel énorme, pour simplement apprendre sa mort 2 saisons plus tard? Et ça fait partie du gros souci du show à mes yeux. Ces ellipses, trop répétitives et souvent facilitées scénaristiques, elles sont parfois intéressantes, notamment via la mort de Grace hors caméra, que l'absence-présence appuie. Mais quand il s'agit de Thorne, là, c'est non. Sa mort entre les saisons 1 et 2 fut vraiment décevante, d'autant que j'avais appris à beaucoup aimer son personnage. Elle nuit à tout le travail effectué dans son premier acte, réduit à néant et qui ne marquera que très peu Ada ou Tommy dans la suite des événements. Un certain nombre de points que je ne saurais donc pas pardonner, juste pour ça. Sur ce point de vue, c'est pareil que l'extrait proposé tout à l'heure avec Arctic Monkeys. Oui, ce plan est irréprochable, iconique, et c'est la représentation de la classe de Peaky Blinders. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière, et c'est tout l'à côté qui m'a personnellement posé problème et qu'il ne faudrait pas oublier juste par ce plan. Pour être honnête, je ne suis pleinement rentré dans l'aventure Peaky Blinders qu'en fin de saison 2, ayant aussi apprécié son 3e opus. Et pour vous l'expliquer, j'argumente mon propos avec cette scène, Shelby contre Kimber. La promesse d'un combat incroyable pendant toute une saison. Règlement de compte gigantesque, arrivée grandiloquente dans une rue à la photographie sublime, pour rien, ou presque. Ada débarque avec sa poussette, balle dans la tête, et puis s'en va. Tout ça pour ça. Ce n'est pas la décision de Thomas que je reproche, mais toute la mise en scène chiadée au possible pour accoucher d'une souris. Oui, Peaky Blinders est une série esthétiquement sublime. Oui, elle finit par prendre aux tripes, permettant de redécouvrir Cillian Murphy. Oui, ces histoires de famille épousent parfois l'esprit du public. Mais pour qu'une série me surprenne, réussir à m'émouvoir, m'attendrir et me faire pleinement comprendre que je suis un Blinders, il m'en faut plus. Plus de rythme, de justesse d'écriture, allant au-delà de ces personnages. Et si c'était pour ça que, dans le thème lointain mais pas tant que ça des guerres de gang, Sons of Anarchy avait toujours ma préférence absolue. Affaire à suivre. Pour conclure donc cette vidéo, oui, il y a des personnages que j'aurais énormément appréciés, Thomas Shelby, Arthur Shelby, John Shelby, ça fait beaucoup de Shelby. Et oui, il y a des épisodes pour moi qui resteront emblématiques, je pense à l'épisode 5 et 6 de la saison 2, et des scènes qui sont références, mais peut-être qu'on me l'a survendu. Je dis pas encore que la série est surcotée, puisque j'ai pas vu les saisons 4 et 5, mais en tout cas, par tous les gens qui m'en ont parlé, je pense que la série m'a peut-être été un poil survendue par rapport à mes attentes et par rapport à ce que j'imaginais en voir. En tout cas, dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Cette vidéo était avec spoiler, donc je suppose que la plupart d'entre vous ont vu la série. N'hésitez pas à me dire si ce que j'ai dit, vous trouvez ça légitime, si vous pouvez le comprendre, si vous avez un avis différent, si vous pouvez défendre ses longueurs, si vous trouvez l'histoire peut-être un petit peu plus chiadée que prévu, n'hésitez pas à me dire pourquoi, au-delà évidemment des personnages où là c'est très bon. Et sans pourtant rester sur ma faim, c'est vrai que j'ai pas peur de le dire, je prends de très loin l'exemple de Sons of, il n'est pas si loin que ça, puisqu'on a une guerre de gang, on a un aspect familial, on a des enjeux qui se rapprochent de Peaky, c'était beaucoup plus dynamique avec pourtant plus d'épisodes et j'avais l'impression qu'il se passait beaucoup plus de choses que dans Peaky Blinders. C'est là qu'on pourra évidemment continuer à se poser cette question dans les saisons 4 et 5 autour de Peaky Blinders. Est-ce qu'elle mérite autant de déclarations d'amour? Eh bien même si je peux comprendre totalement ceux qui ont adhéré puisque c'est une bonne série,